En 1847, 4 hommes parfaitement identiques ont terrorisé la bourgeoisie lyonnaise par leur capacité à se trouver simultanément en plusieurs endroits différents, défiant toute logique physique et semant la panique dans une société qui croyait encore aux certitudes de la raison. Ce qui s'est passé ensuite a remis en question la nature même de l'identité humaine et a révélé l'une des conspirations criminelles les plus sophistiquées de l'histoire française. Avant de plonger dans cette histoire troublante qui a secoué Lyon au milieu du 19e siècle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous adorons savoir d'où viennent nos auditeurs passionnés de mystères historiques. L'affaire des frères Beaumont allait prouver que parfois, les criminels les plus terrifiants sont ceux qui peuvent vous faire douter de vos propres yeux. Lyon, en cette année 1847, vivait une période de transformation industrielle intense. La monarchie de juillet de Louis-Philippe touchait à sa fin, et la bourgeoisie manufacturière prospérait grâce à l'industrie textile qui faisait la réputation de la ville. Les soieries lyonnaises étaient exportées dans toute l'Europe, attirant des investisseurs, des négociants et des aventuriers de toute nationalité. La situation politique française traversait une période d'instabilité croissante. Les idées libérales et républicaines fermentaient dans les salons bourgeois, tandis que la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe perdait progressivement le soutien des classes moyennes. Cette effervescence politique créait un climat de méfiance et d'opportunisme où les nouveaux venus pouvaient facilement exploiter les inquiétudes et les ambitions de la société lyonnaise. L'économie lyonnaise connaissait un essor sans précédent, alimenté par l'expansion du chemin de fer, qui reliait désormais la ville à Paris et à Marseille. Cette révolution des transports avait transformé Lyon en plaque tournante commerciale majeure, attirant capitaux et spéculateurs de toute l'Europe. Les fortunes se faisaient et se défaisaient rapidement, créant une atmosphère d'instabilité financière propice aux escroqueries sophistiquées. La presqu'île, cœur commercial de Lyon, grouillait d'activité. Les banquiers installés rue de la République côtoyaient les négociants en soie de la rue Mercière, tandis que les nouveaux riches industriels construisaient leurs hôtels particuliers sur les pentes de la Croix-Rousse. Cette effervescence économique créait un environnement parfait pour ceux qui savaient exploiter la cupidité et l'ambition des hommes d'affaires. Les bouleversements sociaux de l'époque facilitaient également l'intégration de nouveaux venus aux origines douteuses. La multiplication des faillites et des reconversions professionnelles rendait les parcours individuels moins traçables, permettant à des individus habiles de construire des identités fictives crédibles. Les registres d'état civil, encore mal coordonnés entre les différentes régions françaises, offraient de nombreuses possibilités de falsification pour qui maîtrisait les rouages administratifs. Dans ce contexte d'effervescence et d'incertitude, la société lyonnaise était particulièrement vulnérable aux manipulations de criminels suffisamment sophistiqués pour exploiter ces failles systémiques. L'appât du gain rapide et la soif de reconnaissance sociale aveuglaient souvent les bourgeois sur les véritables intentions de leurs nouveaux partenaires d'affaires. C'est dans ce contexte que débarqua à Lyon, en mars 1847, une famille de négociants prétendument originaires d'Alsace. Auguste Beaumont, patriarche de 52 ans, se présenta aux autorités avec des lettres de recommandation de banquiers strasbourgeois et des projets d'investissement dans l'industrie textile. Sa femme, Marguerite Beaumont, femme austère et discrète, l'accompagnait avec leurs 4 fils, Émile, Jules, Henri et Auguste Junior. Les 4 jeunes hommes, âgés de 28 ans, présentaient une ressemblance si parfaite qu'elle en devenait troublante. Même taille, même corpulence, même cheveux châtains, mêmes yeux noisettes, même façon de se tenir et de gesticuler. Quand ils parlaient, leur voix avait exactement le même timbre, le même accent alsacien léger que leur père. La famille loua un élégant appartement place Bellecour et s'installa rapidement dans le cercle des notables lyonnais. Auguste Senior adhéra à la chambre de commerce et commença à nouer des relations avec les principales maisons de soierie. Ses fils, présentés comme ses associés dans l'entreprise familiale, se répartirent les secteurs d'activité. Émile s'occupait des relations bancaires, Jules des transports et de la logistique,
Henri des relations sociales et de la clientèle, Auguste Junior de la correspondance et de la comptabilité. Leur intégration fut remarquablement rapide. En quelques semaines, ils étaient invités dans les salons bourgeois, consultés sur les affaires commerciales et sollicités pour leurs conseils sur les investissements. Leur connaissance du marché textile semblait impressionnante pour des nouveaux venus et leur capital leur permettait de participer à des opérations financières importantes. Mais certains observateurs attentifs commençaient à remarquer des détails troublants. Madame Célestine Dubois, épouse d'un banquier influent, confia à ses amis que quelque chose dans le comportement des 4 frères la mettait mal à l'aise. Ils se ressemblent trop pour être naturels. Quand l'un parle, les autres approuvent exactement au même moment, comme s'ils avaient répété leur conversation. Monsieur Édouard Lafarge, négociant en soieries établi rue Mercière, nota également des bizarreries dans leurs connaissances. Ces Alsaciens en savent beaucoup trop sur nos affaires locales. Émile m'a posé des questions très précises sur des contrats que nous n'avons discutés qu'en privé avec nos partenaires habituels. L'été 1847 apporta les premières chaleurs et les premiers incidents vraiment inquiétants. Le 15 juillet 1847, lors d'une réunion de la Chambre de commerce consacrée aux prévisions de récolte de vers à soie, se produisit un événement qui allait ébranler les certitudes de l'élite lyonnaise sur la nature même de la réalité. La séance, présidée par M. Charles Bertrand, rassemblait une trentaine des plus importants négociants et industriels de Lyon. L'ordre du jour portait sur des informations confidentielles concernant les récoltes de cocon en Provence et en Italie, données cruciales pour anticiper les fluctuations de prix des soies grèges. Vers 10 heures du matin, plusieurs participants remarquèrent la présence d'Émile Beaumont dans l'assemblée. Il était assis au 3e rang, vêtu d'un costume sombre et prenait des notes avec attention. Sa présence était parfaitement légitime puisque son père était membre de la Chambre et que les associés familiaux pouvaient assister aux réunions. Mais voici où l'affaire devient incompréhensible. Au même moment, 3 autres témoins dignes de foi situaient Émile Beaumont en des lieux totalement différents de Lyon. Monsieur Antonin Chevrier, directeur de la Banque de Lyon, jura avoir eu un entretien d'1 heure avec Émile dans ses bureaux, rue de la République, de 9h30 à 10h30, pour discuter d'un prêt commercial. Chevrier décrivit avec précision le costume sombre qu'Émile portait ce jour-là et se souvenait parfaitement de détails techniques de leur conversation. Monsieur Gustave Parmentier, transporteur établi quai de Saône, affirma avoir reçu la visite d'Émile entre 10h et 10h45 pour organiser l'expédition de marchandises vers Marseille. Parmentier insista sur le fait qu'Émile connaissait parfaitement les contraintes logistiques de son entreprise et qu'ils avaient conclu un accord précis sur les tarifs. Enfin, Madame Valérie Rochon, tenancière du salon littéraire le plus couru de Lyon, place des Terreaux, certifia qu'Émile avait assisté à sa réception matinale de 10h à 11h, où il avait brillamment conversé avec plusieurs invités sur la situation politique européenne. Les 4 témoignages étaient absolument incompatibles. La distance entre ces différents lieux rendait physiquement impossible qu'une seule personne puisse se trouver dans tous ces endroits pendant les mêmes créneaux horaires. Pourtant, chaque témoin était formel. Il avait bien affaire à Émile Beaumont, reconnaissable entre tous. Ce qui rendait l'affaire encore plus troublante, c'est que chaque interlocuteur rapportait des conversations détaillées et cohérentes avec Émile. Le banquier Chevrier avait discuté de garanties financières complexes. Le transporteur Parmentier avait négocié des clauses contractuelles précises. Madame Rochon avait échangé sur des sujets intellectuels variés. Chaque conversation révélait une connaissance approfondie du domaine concerné et une personnalité cohérente. Lors de la pause de la réunion de la Chambre de commerce, plusieurs participants interrogèrent Émile sur ses activités matinales. Ses réponses furent parfaitement naturelles. Il confirma avoir rencontré le banquier Chevrier, évoqua ses discussions avec le transporteur Parmentier et mentionna même des détails de la réception de Madame Rochon.
Ils parlaient de ces événements comme s'ils les avaient personnellement vécus, avec une précision et une spontanéité qui ne laissaient aucun doute sur leur authenticité. « J'ai effectivement eu une matinée très chargée », déclara Émile avec un sourire. « Les affaires nous obligent parfois à multiplier les rendez-vous, mais c'est le prix du succès commercial. » Personne n'osa exprimer ouvertement ses doutes, mais un malaise palpable s'installait. Comment un homme pouvait-il être simultanément en 4 endroits différents et se souvenir avec précision de conversations qu'il était physiquement impossible d'avoir toutes menées? Dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles bourgeois lyonnais. On parlait à voix basse d'événements étranges, de témoignages contradictoires, de la famille Beaumont et de leurs mystérieuses capacités. Mais personne ne voulait paraître ridicule en évoquant ouvertement des faits qui défiaient la logique. L'inquiétude grandit lorsque des incidents similaires commencèrent à se multiplier, impliquant tour à tour chacun des 4 frères. Au cours du mois d'août 1847, les témoignages d'apparitions simultanées des frères Beaumont se multiplièrent, créant un climat d'inquiétude sourde dans la bourgeoisie lyonnaise. Les conversations de salon tournaient de plus en plus autour de ces bizarreries qu'on n'osait pas encore qualifier d'impossibles. Le commissaire de police Lucien Berthelot commença à recevoir des plaintes informelles de citoyens respectables qui rapportaient des expériences troublantes avec la famille Beaumont. Ces témoignages, pris individuellement, pouvaient s'expliquer par des erreurs de mémoire ou des confusions d'identité. Mais leur accumulation révélait un pattern inquiétant. Madame Adélaïde Dumont, épouse du propriétaire des grands magasins Dumont, rapporta avoir croisé Jules Beaumont rue de la République à 14 heures précises le 23 août, alors qu'elle sortait de chez son couturier. Jules l'avait salué aimablement et s'était enquis de la santé de son mari. La conversation avait duré quelques minutes, pendant lesquelles Jules avait mentionné des détails précis sur les affaires commerciales de M. Dumont. Or, au même moment, Jules était censé participer à une réunion de travail dans les bureaux de la maison de soierie Perrache, quai de Saône. M. Alphonse Perrache confirma la présence de Jules à cette réunion, qui s'était déroulée de 13h30 à 15h sans interruption. Perrache décrivit même la contribution active de Jules aux discussions techniques sur les nouveaux procédés de teinture. Le pharmacien Théodore Vignon signala une expérience similaire avec Henri Beaumont. Le 28 août, Henri était venu acheter des produits pour soigner une indisposition de sa mère. La transaction avait eu lieu vers 16h et Vignon se souvenait parfaitement de leur conversation sur les propriétés médicinales de diverses préparations. Mais M. Étienne Grasset, maître d'école, affirmait avoir discuté avec Henri au même moment dans la cour de l'école communale, où Henri était venu s'informer sur les programmes d'enseignement pour les fils d'ouvriers. Leur entretien avait porté sur les méthodes pédagogiques et les besoins éducatifs de la classe laborieuse, sujets sur lesquels Henri avait démontré une connaissance surprenante. Ces témoignages contradictoires commençaient à créer une atmosphère de suspicion et d'inquiétude. Les bourgeois lyonnais, habitués aux certitudes du commerce et de l'industrie, se trouvaient confrontés à des phénomènes qui remettaient en question leur compréhension de la réalité. Le banquier Chevrier convoqua une réunion informelle de ses confrères pour discuter de ce qu'il appelait la situation Beaumont. Dans le salon privé de son hôtel particulier, 8 des plus influents financiers et négociants de Lyon se retrouvèrent pour partager leurs expériences troublantes. « Messieurs, » déclara Chevrier en ouvrant la séance, « nous sommes confrontés à un problème qui dépasse nos compétences habituelles. Cette famille alsacienne présente des caractéristiques qui défient notre entendement. Il est temps d'examiner collectivement ce qui se passe vraiment. » Les témoignages recueillis cette soirée révélèrent l'ampleur du phénomène. Chaque participant avait vécu des expériences similaires. Conversation détaillée avec un frère Beaumont qui se révélait simultanément présent ailleurs selon d'autres témoins également fiables. Monsieur Paul Merlieu, propriétaire de filature, raconta avoir passé une soirée entière avec Auguste Junior lors d'un dîner chez des amis communs. Auguste avait brillé par ses connaissances en politique économique et ses analyses des marchés européens. Pourtant, le lendemain, 3 personnes distinctes,
jurait avoir vu Auguste Junior dans 3 établissements différents pendant les mêmes heures. Ce qui me trouble le plus, confia Merlieu, c'est que nos conversations étaient parfaitement naturelles et cohérentes. Auguste Junior ne donnait aucun signe de nervosité ou d'artifice. Il semblait parfaitement à l'aise et maître de ses propos. Et Monsieur Fernand l'Allemand, négociant en soierie, apporta un élément nouveau à l'analyse. J'ai remarqué que les frères Beaumont possèdent des connaissances étonnamment précises sur nos affaires privées. Émile m'a mentionné des détails sur mes négociations avec des fournisseurs italiens que seuls mes associés les plus proches sont censés connaître. Cette observation déclencha une série de révélations troublantes. Chaque participant confirma que les frères Beaumont démontraient une connaissance approfondie de leurs affaires personnelles et professionnelles qui dépassait largement ce qu'ils auraient pu apprendre par les canaux officiels. Jules connaissait les difficultés financières secrètes de certaines familles. Henri était au courant de disputes commerciales qui n'avaient été évoquées qu'en privé. Auguste Junior maîtrisait des informations sur les stratégies d'investissement que les banquiers gardaient confidentielles. Il y a quelque chose de profondément malsain dans cette situation, déclara le banquier Chevrier. Ces hommes nous observent, nous étudient et utilisent leurs connaissances d'une manière qui me paraît menaçante pour nos intérêts. La réunion se termina par la décision de mener une surveillance discrète de la famille Beaumont. Les participants convinrent de documenter systématiquement leurs interactions avec les 4 frères et de comparer leurs observations pour identifier la nature exacte du problème. Cette surveillance révélerait bientôt que les capacités troublantes des frères Beaumont n'étaient que la partie visible d'une entreprise criminelle, d'une sophistication inouïe. Les observations coordonnées de la bourgeoisie lyonnaise révélèrent rapidement que les frères Beaumont opérait selon un système d'une complexité diabolique. Monsieur Chevrier organisa ses confrères en équipe de surveillance discrète, chacune chargée de documenter les activités d'un frère particulier. L'équipe surveillant Émile découvrit qu'il maintenait un emploi du temps qui semblait défier les lois physiques. Le matin du 12 septembre, ils l'observèrent, quittant l'appartement familial place Bellecour à 8 heures précises, vêtu d'un costume brun et portant une serviette en cuir noir. À 8h45, il était vu entrant dans les bureaux de la Banque de Lyon rue de la République. Mais simultanément, l'équipe surveillant Jules rapportait avoir observé un homme strictement identique, portant le même costume brun et la même serviette, pénétrant dans les entrepôts PRH quai de Saône à 8h50. La distance entre ces 2 localisations rendait ce déplacement impossible en 5 minutes. Plus troublant encore, les équipes documentaires que les conversations menées par ces 2 apparitions révélaient une connaissance détaillée des sujets traités. À la banque, Émile discuta avec compétence de taux d'intérêt et de garantie hypothécaire. Aux entrepôts, Jules analysa avec expertise les procédures de stockage et les contrats de transport. Monsieur Alphonse Rivière, notaire chargé de coordonner une partie de la surveillance, fit une découverte particulièrement inquiétante. En observant les frères depuis la fenêtre de son étude, il remarqua qu'ils utilisaient un système de signaux subtils pour communiquer à distance. Ils échangent des informations par des gestes à peine perceptibles, rapporta Rivière à ses collègues. Un mouvement de main, un ajustement de cravate, une façon particulière de tenir leur chapeau. Ces signaux semblent transmettre des messages complexes sans qu'aucune parole ne soit échangée. Cette observation conduisit à la découverte d'un réseau de communication sophistiqué. Les frères avaient recruté plusieurs domestiques, commis et garçons de course qui servaient d'intermédiaires pour transmettre des messages codés entre leurs différentes activités. Ces messagers étaient payés pour mémoriser et répéter des informations précises, créant un système de renseignement qui couvrait l'ensemble de Lyon. Le jeune Armand Petit, apprenti chez un libraire, fut surpris transportant des notes cryptées entre les différents lieux fréquentés par les frères. Interrogé discrètement par Monsieur Rivière, le garçon révéla qu'il recevait 1 franc par message livré, somme considérable pour un apprenti, en échange de sa discrétion absolue.
Les messieurs alsaciens m'ont expliqué qu'ils géraient des affaires importantes et que la rapidité de leur communication était essentielle à leur succès, raconta Armand. Ils m'ont fait jurer de ne jamais révéler le contenu de leurs messages, ni même le fait que je travaillais pour eux. L'analyse de ces messages, interceptés par la surveillance bourgeoise, révéla un système de collecte d'informations d'une ampleur stupéfiante. Les frères documentaient systématiquement les habitudes, les vulnérabilités financières, les secrets familiaux et les faiblesses morales de tous les notables lyonnais. Un message intercepté le 18 septembre contenait des informations détaillées sur M. Dumont. Sujet D. Difficulté de trésorerie masquée par emprunt croisé. Épouse ignore situation réelle. Fils aîné, fréquente maison de jeux clandestine. Vulnérable au chantage sur réputation familiale. Recommande approche par canal social plutôt que commercial. Un autre message concernait Madame Rochon. Sujet R. Salon littéraire façade pour activité politique républicaine. Correspondance secrète avec exilés parisiens. Craint surveillance gouvernementale. Exploitable via menace de dénonciation aux autorités. Ces découvertes révélaient que les frères Beaumont n'étaient pas de simples négociants, mais des opérateurs spécialisés dans l'acquisition et l'exploitation d'informations compromettantes. Leur capacité à se trouver simultanément en plusieurs endroits leur permettait de collecter des renseignements à une vitesse et avec une efficacité impossible pour des individus ordinaires. Si cette histoire vous donne des frissons, likez la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Vos théories nous intéressent toujours. Monsieur Chevrier convoqua une nouvelle réunion d'urgence pour analyser ces découvertes alarmantes. « Messieurs, déclara-t-il d'une voix grave, nous ne sommes plus face à des bizarreries inexplicables, mais à une menace concrète pour nos familles et nos entreprises. Cette soi-disant famille alsacienne opère un système d'espionnage commercial et personnel qui vise manifestement à nous exploiter. La décision fut prise de contacter discrètement les autorités policières pour signaler leurs soupçons. Mais les preuves restant fragiles, comment expliquer à un commissaire que 4 frères pouvaient se trouver simultanément en plusieurs endroits? Comment présenter des témoignages qui défiennent les lois physiques élémentaires? C'est alors que se produisit l'événement qui allait transformer les soupçons en certitudes terrifiantes. Le 25 septembre 1847, la famille Dumont fut victime du cambriolage le plus troublant de l'histoire de Lyon. Les malfaiteurs pénétrèrent dans l'hôtel particulier pendant que la famille assistait à l'opéra, démontrant une connaissance parfaite des habitudes domestiques et des mesures de sécurité. Le coffre-fort personnel de M. Dumont fut ouvert sans effraction, suggérant que les cambrioleurs possédaient la combinaison secrète que seul le propriétaire et son épouse étaient censés connaître. Plus déconcertant encore, les voleurs sélectionnèrent avec précision les objets les plus précieux tout en ignorant des bijoux de valeur inférieure qui auraient été plus faciles à transporter. Ils ont pris exactement ce qu'il fallait prendre, confia Dumont à ses amis lors d'une réunion de crise. Mes actions dans la compagnie de navigation, les contrats d'assurance de mes filatures et surtout, sa voix se brisa. Ils ont emporté des documents privés qui pourraient ruiner ma réputation s'ils étaient rendus publics. Madame Dumont révéla un détail particulièrement troublant. Pendant le cambriolage, notre femme de chambre a surpris un homme dans le bureau de mon époux. Elle l'a parfaitement reconnu. C'était Henri Beaumont. Mais voici ce qui me glace le sang. Henri était assis à côté de nous dans notre loge à l'opéra, au moment exact où notre domestique prétend l'avoir vu chez nous. Cette impossibilité physique laissait les victimes dans un état de confusion qui dépassait la simple colère. Comment accuser un homme qui possédait un alibi parfait, confirmé par des dizaines de témoins respectables? Le commissaire Berthelot, appelé pour enquêter sur le cambriolage, se retrouva confronté à un cas qui remettait en question ses méthodes d'investigation habituelles. Les preuves matérielles désignaient clairement la famille Beaumont comme suspecte. La connaissance intime des lieux, l'accès aux codes secrets, la sélection précise des objets volés. Mais les alibis semblaient inattaquables. « Monsieur le commissaire », déclara Henri Beaumont lors de son interrogatoire,
Je comprends que des soupçons puissent peser sur ma famille du fait de notre récente installation à Lyon. Mais vérifiez auprès de tous les spectateurs de l'opéra hier soir. J'étais visible dans la loge de Monsieur Dumont pendant toute la représentation. Comment aurais-je pu simultanément me trouver chez lui? L'enquête révéla effectivement qu'Henri avait été vu et salué par de nombreuses personnes pendant la soirée d'opéra. Sa présence était documentée de façon irréfutable. Pourtant, la domestique maintenait formellement sa reconnaissance du cambrioleur. Cette affaire déclencha une panique sourde dans la bourgeoisie lyonnaise. Si les frères Beaumont pouvaient commettre des crimes tout en maintenant des alibis parfaits, aucune famille n'était à l'abri de leurs agissements. Les jours suivants apportèrent de nouveaux incidents qui confirmèrent les pires craintes. Monsieur Perrache découvrit que des informations confidentielles sur ses négociations commerciales avaient été divulguées à ses concurrents. Madame Rochon reçut une lettre anonyme menaçant de révéler ses activités politiques secrètes si elle ne versait pas une somme considérable. Le pharmacien Vignon constata que sa clientèle fortunée était approchée par des individus qui connaissaient leurs problèmes de santé intime et leur proposaient des traitements discrets contre rémunération. Ces individus ressemblaient étrangement aux frères Beaumont, mais les témoignages restaient contradictoires sur leur identité exacte. L'étau se resserre autour des mystérieux frères alsaciens. Mais comment prouver l'impossible? Continuez à écouter pour découvrir comment cette affaire extraordinaire va se résoudre et n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Monsieur Chevrier comprit que la situation nécessitait une intervention plus organisée. Il contacta discrètement Monsieur Hippolyte Meunier, ancien inspecteur de police reconverti dans les enquêtes privées, pour mener une investigation professionnelle sur la famille Beaumont. Meunier était un homme méthodique qui avait résolu plusieurs affaires délicates impliquant des escroqueries sophistiquées. Sa réputation d'intégrité et de discrétion en faisait le choix idéal pour élucider ce mystère sans créer de scandale public. Monsieur Chevrier, déclara Meunier après avoir étudié les témoignages, ce que vous me décrivez défie effectivement la logique ordinaire. Mais mon expérience m'a appris que les criminels les plus dangereux sont souvent ceux qui exploitent nos assumptions sur la réalité. Laissez-moi quelques semaines pour observer cette famille selon mes méthodes. L'enquête de Meunier allait révéler la véritable nature de l'entreprise criminelle la plus sophistiquée du siècle. L'enquête de Meunier commença par une surveillance continue et méthodique de l'appartement des Beaumont place Bellecour. Contrairement aux observations ponctuelles menées par les bourgeois lyonnais, l'ancien inspecteur organisa une surveillance permanente qui couvrait tous les accès de l'immeuble. Sa première découverte fut révélatrice. Les 4 frères ne sortaient jamais simultanément de l'appartement. Quand l'un quittait le domicile familial, les 3 autres restaient invisibles pendant plusieurs heures. Cette observation contredisait les nombreux témoignages de présence simultanée dans différents quartiers de Lyon. Meunier recruta 3 assistants expérimentés pour étendre sa surveillance. Ancien militaire, il appliqua des techniques d'observation tactique qui révélèrent rapidement la sophistication de la tromperie. Le 15 octobre 1847, l'enquêteur mit en place un test décisif. Il fit circuler discrètement l'information qu'un riche marchand italien allait exposer une collection de bijoux précieux lors d'une réception privée prévue le 20 octobre. Cette information fictive fut diffusée uniquement auprès de personnes que les frères Beaumont avaient l'habitude de fréquenter. Simultanément, Meunier organisa une surveillance renforcée de la famille pour documenter leur réaction à cette fausse opportunité. Les résultats dépassèrent ses attentes. Dès le 16 octobre, ses assistants observèrent une activité inhabituelle autour de l'appartement des Beaumont. Des messagers se succédaient à intervalles réguliers et les frères semblaient tenir des réunions prolongées dans leur salon. Plus révélateur encore, Meunier constata que les frères commençaient à s'informer sur l'hôtel particulier du supposé marchand italien, ses habitudes, ses domestiques et ses mesures de sécurité. Ces renseignements étaient collectés avec une méthode qui trahissait une expérience criminelle considérable. Le 18 octobre, Meunier fit une découverte capitale.
En observant l'immeuble depuis un café de la place Bellecour, il remarqua qu'Auguste Junior quittait l'appartement par l'entrée principale à 9 heures du matin, vêtu d'un costume gris et portant une canne à pommeau d'argent. 20 minutes plus tard, un homme rigoureusement identique, même costume, même canne, même démarche, sortait du même immeuble par une sortie de service donnant sur une ruelle adjacente. Cet homme se dirigeait vers une destination différente de celle qu'avait prise le premier. Cette observation révéla que les frères utilisaient des sorties multiples pour créer l'illusion de déplacement simultané. Mais elle soulevait une question plus troublante. Comment deux personnes identiques pouvaient-elles porter exactement les mêmes vêtements et accessoires? Meunier intensifia sa surveillance et découvrit la réponse à cette énigme. Les frères possédaient plusieurs exemplaires identiques de chaque tenue vestimentaire. Costume, chapeau, chaussures, canne, montre. Tout était dupliqué en 4 exemplaires parfaitement semblables. Cette duplication s'étendait aux accessoires les plus fins. Même bouton de manchette, même épingle de cravate, même pochette brodée. Leur souci du détail atteignait une perfection maniaque qui rendait leur identification individuelle pratiquement impossible. Mais la découverte la plus choquante vint de l'observation de leur technique de communication. Meunier découvrit que les frères avaient développé un système de partage d'informations d'une sophistication diabolique. En surveillant leurs déplacements pendant plusieurs jours, l'enquêteur constata qu'ils faisaient des haltes régulières dans des endroits apparemment anodins. La Fontaine, place des Jacobins, un banc particulier des jardins de l'hôtel de ville, l'arrière d'une librairie rue Mercière. Ces lieux servaient de boîte aux lettres où ils déposaient et récupéraient des messages codés. Plus troublant encore, Meunier observa qu'il rencontrait régulièrement les mêmes individus. Armand Petit, le jeune apprenti libraire, mais aussi Félicie Rousseau, une blanchisseuse qui travaillait pour plusieurs familles bourgeoises, et Théophile Morvan, un commis aux écritures employé par diverses maisons de commerce. Ses complices ne se contentaient pas de transmettre des messages. Ils fournissaient aux frères des informations détaillées sur les habitudes, les finances et les secrets des familles qu'ils servaient. Félicie connaissait les horaires exacts des domesticités et pouvait signaler quand les maisons étaient vulnérables. Théophile avait accès aux documents commerciaux et pouvait révéler les faiblesses financières des entreprises. L'ampleur de ce réseau d'espionnage expliquait comment les frères possédaient des connaissances si précises sur la vie privée des notables lyonnais. Ils avaient systématiquement recruté des employés de confiance qui leur fournissaient un flux constant d'informations compromettantes. Le 19 octobre, Meunier décida de tendre un piège pour forcer les frères à révéler leur véritable méthode. Il engagea un comédien expérimenté, M. Anatole Girard, pour se faire passer pour le mystérieux marchand italien et organiser la fausse réception avec les bijoux. L'appartement choisi pour cette mise en scène appartenait à un ami de Meunier, M. Édouard Colombier, qui avait accepté de participer à l'opération. L'appartement fut préparé avec soin. De faux bijoux furent exposés dans un coffre dont la combinaison était volontairement simple, et des cachettes d'observation furent aménagées pour permettre à Meunier et ses assistants de documenter toute tentative d'effraction. Le piège fonctionna au-delà des espérances de l'enquêteur. Dans la nuit du 20 au 21 octobre, 3 cambrioleurs pénétrèrent dans l'appartement avec une précision qui révélait une connaissance parfaite des lieux. Ils se dirigèrent directement vers le coffre, l'ouvrirent sans hésitation, et sélectionnèrent les objets les plus précieux avec une expertise manifeste. Meunier et ses assistants, cachés dans des placards aménagés, purent observer et identifier formellement les cambrioleurs. Il s'agissait d'Émile, Jules et Henri Beaumont. Leurs mouvements étaient parfaitement coordonnés, comme s'ils avaient répété leur intervention de nombreuses fois. Mais l'aspect le plus révélateur de l'opération fut la découverte de leur méthode pour créer des alibis. Pendant que 3 frères commettaient le cambriolage, Auguste Junior assistait ostensiblement à une soirée musicale chez Madame Dubois, où il se faisait remarquer par sa conversation brillante et sa présence sociale active. Au cours de cette soirée,
Auguste Junior mentionna à plusieurs reprises ses frères et leurs activités de la soirée. Émile assiste à une conférence sur l'économie politique. Jules dîne avec des transporteurs marseillais. Henri rend visite à des amis alsaciens nouvellement arrivés. Ces déclarations publiques créaient des alibis factices pour ses frères, puisque les invités de Madame Dubois retiendraient que les 4 frères étaient occupés à des activités respectables pendant la nuit du cambriolage. Meunier comprit que cette technique d'alibi croisé était au cœur de leur système criminel. Un frère établissait sa présence publique tout en créant des justifications pour l'absence de ses frères, permettant à ces derniers d'opérer sans risquer d'être formellement accusés. L'enquêteur documenta méticuleusement cette opération, prenant des notes détaillées et rassemblant des preuves irréfutables de la culpabilité des frères. Mais il décida de ne pas intervenir immédiatement, préférant observer leur méthode post-cambriolage pour comprendre l'ensemble de leur système. Les jours suivants révélèrent la phase finale de leur stratégie criminelle. Les objets volés ne furent pas revendus localement, mais expédiés vers d'autres villes par l'intermédiaire de complices dans les transports. Théophile Morvan, le commis aux écritures, facilitait ces expéditions en falsifiant des documents commerciaux qui camouflaient les bijoux volés parmi des marchandises légitimes. Simultanément, les frères continuaient à fréquenter les salons bourgeois avec un naturel parfait, se montrant surpris et indignés quand ils apprenaient les cambriolages qui frappaient leurs amis lyonnais. Leur capacité à feindre l'innocence atteignait une perfection troublante. Le 25 octobre, Meunier estima avoir rassemblé suffisamment de preuves pour démasquer l'entreprise criminelle. Il contacta le commissaire Berthelot et organisa une intervention coordonnée qui révélerait publiquement la véritable nature des frères Beaumont. L'intervention de Meunier et de la police fut planifiée avec une précision militaire pour empêcher les frères d'utiliser leurs techniques habituelles d'évasion et de manipulation des alibis. Le 28 octobre 1847, à 6 heures du matin, 4 équipes de policiers investirent simultanément tous les lieux où les frères étaient censés se trouver selon leurs habitudes documentées. La première équipe, dirigée par le commissaire Berthelot, perquisitionna l'appartement familial place Bellecour. La seconde, accompagnée de Meunier, se rendit aux entrepôts Perrache où Jules était censé superviser des expéditions matinales. La troisième équipe investit les bureaux de la Banque de Lyon où Émile avait rendez-vous, tandis que la quatrième se dirigea vers l'école communale où Henri prétendait avoir une réunion pédagogique. Cette opération coordonnée révéla immédiatement l'imposture. Les 4 frères furent trouvés ensemble dans l'appartement familial, en contradiction totale avec leurs emplois du temps publics qui les plaçaient dans 4 endroits différents de Lyon. Plus accablant encore, la perquisition de l'appartement révéla l'ampleur de leur organisation criminelle. Dans une pièce secrète aménagée derrière une bibliothèque, Meunier découvrit un véritable quartier général d'espionnage commercial. Les murs étaient couverts de plans détaillés de tous les hôtels particuliers de la bourgeoisie lyonnaise, avec annotations précises sur les habitudes des domestiques, les emplacements des coffres-forts et les faiblesses des systèmes de sécurité. Des dossiers individuels documentaient la vie privée de chaque famille notable, difficultés financières, problèmes conjugaux, activités politiques secrètes, fréquentations compromettantes. C'est un arsenal d'informations qui leur permettait de choisir leurs victimes et leurs méthodes d'attaque, expliqua Meunier au commissaire Berthelot. Il ne laissait rien au hasard. La fouille révéla également les 4 exemplaires identiques de chaque tenue vestimentaire, confirmant les observations de l'enquêteur sur leur technique de déguisement. Des costumes, accessoires et même des parfums étaient méticuleusement dupliqués pour rendre leur identification individuelle impossible. Mais la découverte la plus troublante fut un journal de bord détaillé de leurs opérations, tenu par Auguste Senior, qui révélait que la famille menait des activités criminelles similaires depuis plus de 10 ans dans différentes villes européennes. Nous avons opéré à Strasbourg, Mulhouse, Dijon et Mâcon avant Lyon, avoua Auguste Senior lors de son interrogatoire. Notre méthode consiste à nous installer dans une communauté bourgeoise prospère, à gagner sa confiance pendant plusieurs mois, puis à exploiter systématiquement les informations que nous avons collectées.
Le patriarche révéla que ses fils n'étaient pas réellement quadruplés, mais avaient été entraînés depuis l'enfance à adopter des apparences et des manières identiques. Nous avons passé des années à harmoniser leurs gestes, leurs voix, leurs expressions. Cette ressemblance parfaite est le fruit d'un travail acharné, pas d'un accident de la nature. Cette révélation expliquait enfin comment 4 hommes distincts pouvaient présenter une identité si parfaitement similaire qu'elle trompait même les observateurs les plus attentifs. Les confessions des frères révélèrent l'ampleur de leur crime lyonnais. Au cours de leurs 8 mois d'activité, ils avaient volé pour plus de 150 000 francs de bijoux, documents et espèces. Plus grave encore, ils avaient extorqué 75 000 francs supplémentaires par chantage, exploitant les secrets qu'ils avaient découverts sur leurs victimes. Nous ne nous contentions pas de voler, admit Émile lors de son interrogatoire. Nous utilisions nos connaissances pour contraindre nos victimes à nous verser de l'argent en échange de notre silence sur leurs affaires compromettantes. Henri révéla que plusieurs familles lyonnaises avaient payé des sommes considérables pour éviter que leurs secrets ne soient révélés. Madame Rochon nous versait 500 francs par mois pour que nous ne dénoncions pas ses activités républicaines. Monsieur Dumont payait 300 francs pour protéger la réputation de son fils joueur. Ces révélations créèrent un scandale qui ébranla profondément la société lyonnaise. Les victimes découvraient non seulement qu'elles avaient été systématiquement espionnées et exploitées, mais que leurs secrets les plus intimes étaient documentés dans les archives criminelles de la famille Beaumont. Le procès, qui s'ouvrit en janvier 1848, attira une attention considérable dans toute la France. Les méthodes des frères Beaumont étaient si novatrices qu'elles remirent en question les pratiques policières et judiciaires traditionnelles. Cette histoire extraordinaire touche à sa fin. Mais que pensez-vous de ces méthodes criminelles révolutionnaires? Auriez-vous pu démasquer leur supercherie? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres mystères historiques français et partagez cette histoire avec ceux qui aiment les énigmes du passé. Maître François Duclos, l'avocat de la défense, tenta d'argumenter que ses clients avaient développé des techniques d'escroquerie sans équivalent, mais qu'ils n'avaient jamais utilisé la violence physique contre leurs victimes. « Messieurs les jurés, déclara-t-il, mes clients sont certes coupables de tromperie et de vol, mais leurs méthodes révèlent une intelligence criminelle qui mérite d'être étudiée plutôt que simplement punie. Ils ont exploité les failles de notre société sans verser une goutte de sang. » Mais le procureur, maître Alphonse Carnot, souligna que la sophistication des crimes rendait leurs auteurs d'autant plus dangereux pour l'ordre social. Ces hommes ont transformé la tromperie en science exacte, argumenta-t-il. Leur capacité à exploiter la confiance et à manipuler les perceptions représente une menace existentielle pour toute société civilisée. Si de telles méthodes restaient impunies, aucun citoyen ne pourrait plus faire confiance aux apparences. Le jury délibéra pendant 3 jours avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Auguste Senior fut condamné à 20 ans de travaux forcés pour direction d'entreprise criminelle. Ses 4 fils reçurent chacun 15 ans de prison, avec interdiction de séjour dans le département du Rhône après leur libération. Marguerite Beaumont, dont la complicité n'avait pu être formellement établie, fut acquittée mais expulsée de Lyon, avec interdiction d'y revenir. Les complices reçurent des peines plus légères. Félicie Rousseau et Théophile Morvan furent condamnés à 5 ans de prison, tandis qu'Armand Petit, considéré comme manipulé en raison de son jeune âge, ne reçut qu'une peine de 6 mois avec sursis. Les biens de la famille furent confisqués et vendus aux enchères pour indemniser partiellement les victimes. Cependant, la majeure partie de l'argent volé n'avait jamais été retrouvée, ayant été transféré vers des comptes bancaires suisses selon des méthodes que les frères refusèrent de révéler. L'affaire des frères Beaumont marqua un tournant dans l'histoire de la criminalité française. Leurs techniques d'espionnage systématique et de manipulation psychologique inspirèrent de nouvelles méthodes d'investigation policière et influencèrent la législation sur l'escroquerie organisée. Hippolyte Meunier fut officiellement reconnu par les autorités pour son travail remarquable et reçut une médaille d'honneur de la préfecture.
Ces méthodes d'enquête furent adoptées par la police lyonnaise et diffusées dans les autres grandes villes françaises. Les victimes de l'escroquerie mirent plusieurs années à surmonter le traumatisme psychologique de cette affaire. Beaucoup d'entre elles avouèrent avoir perdu confiance en leur capacité à juger les gens et à protéger leur intimité. Cette expérience m'a appris que nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être entièrement fabriquées, confia M. Chevrier dans ses mémoires. Les frères Beaumont nous ont montré que la réalité elle-même peut être manipulée par des esprits suffisamment déterminés et organisés. L'appartement de la place Bellecour fut scellé pendant plusieurs mois, le temps que les autorités examinent tous les documents et indices qu'il contenait. Quand il fut finalement remis en location, il eut du mal à trouver preneur, sa réputation sinistre ayant marqué durablement les mémoires lyonnaises. Auguste Seigneur mourut au bagne de Toulon en 1856, emportant dans sa tombe les secrets de certaines de ses victimes et les détails de ses méthodes les plus sophistiquées. Ses fils furent libérés entre 1860 et 1863, mais disparurent immédiatement des registres officiels. Certains témoins rapportèrent avoir aperçu des hommes ressemblant aux frères Beaumont dans différentes villes européennes au cours des décennies suivantes, mais aucune identification formelle ne fut jamais établie. Cette histoire nous rappelle que les criminels les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui utilisent la force brutale, mais ceux qui comprennent et exploitent les faiblesses psychologiques de leurs victimes. Les frères Beaumont avaient transformé la tromperie en art, démontrant que l'intelligence criminelle peut parfois défier toutes nos certitudes sur la nature humaine et la réalité. Leur capacité à se jouer des perceptions et à exploiter la confiance sociale révèle des vérités troublantes sur notre tendance à juger les gens sur les apparences et notre vulnérabilité face à ceux qui maîtrisent l'art de la manipulation. L'affaire Beaumont demeure l'un des cas criminels les plus sophistiqués de l'histoire française, un rappel permanent que la vérité peut parfois être plus étrange et plus terrifiante que la fiction. Vous avez écouté l'histoire vraie des quadruplés de Lyon qui ont défié la logique et terrorisé la bourgeoisie française. Pensez-vous que de telles tromperies seraient possibles aujourd'hui? Leur histoire vous a-t-elle convaincu de la réalité de ces événements extraordinaires? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous pour d'autres mystères du passé français et n'hésitez pas à faire découvrir ces secrets historiques à vos proches. Parfois, les histoires les plus incroyables sont celles qui ont réellement eu lieu.